Au sommaire de ce journal, en République démocratique du Congo, l'Office national du transport ONATRA se reconstitue après des années de léthargie. On aura plus de précisions dans ce journal. Le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a fait un don de 10 millions de francs CFA aux membres du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre, un montant considérable pour l'atteinte de leur objectif. Le cabinet d'affaires sino-ivoirien a organisé la 4e édition du dîner d'affaires dédié à la célébration du Nouvel An chinois. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Place au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Madame, monsieur, bienvenue, merci de votre attention. En République démocratique du Congo, l'Office national du transport, ONATRA, est en train de se reconstituer après des années de léthargie. Sous Martin Lukasa, directeur général, l'ONATRA investit dans le transport fluvial avec les taxis fluviaux, dont l'acquisition sur fonds propres. Les 3 canaux vont desservir dans un premier temps la ligne Kinshasa-Brazzaville. Un reportage de Jacques Amboka et Freddy Lumbala. Après la reprise du trafic train Kinshasa-Matadi, l'ONATRA s'élance dans les taxis fluviaux avec l'acquisition des 3 canaux qui vont desservir dans un premier temps les 2 capitales les plus rapprochées du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Acquis sur fonds propres, le premier canot a été présenté au public ce samedi 2 mars à Kinshasa. Une acquisition qui résulte d'une gestion orthodoxe de cette entreprise de l'État par le directeur général Martin Lukasa. Jadis, un des piliers de l'économie congolaise, l'ONATRA était presque en faillite et les initiatives de la nouvelle direction marquent un nouveau départ. La préoccupation du chef de l'État et du gouvernement, c'était de rendre la mobilité des citoyens congolais fluide. Donc nous avons le devoir, nous, société commerciale de transport, d'être les régulateurs de transport sur l'ensemble des républiques et de donner la possibilité à chaque Congolais d'être transporté. C'est dans ce cadre-là que nous sommes engagés avec les ministères des Transports dans un projet de développement des taxis fluviaux. D'aucuns se rappellent qu'il y a eu beaucoup de tournées qui sont faites en Turquie, en Chine, partout. Et nous avons dit, nous commençons quelque part. C'est avec les recettes bloquées du Bichingobila que la nouvelle direction de l'ONATRA a pu se procurer ces canaux rapides. Le ministre congolais des Transports et des Voies de Communication, Marc Ekila, qui a par ailleurs affirmé qu'il existe un mécanisme de relance entre l'ONATRA et le gouvernement, n'a pas caché sa joie pour cette acquisition. L'ONATRA n'a pas été dans les oubliettes, c'était juste une question de gestion. Je suis désolé de le dire, c'est juste une question de gestionnaire. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. On a seulement bien géré et voilà les résultats. Et donc déjà, il y a un mécanisme entre l'État et le gouvernement. Je ne vais pas le mettre sur la place publique. Donc l'ONATRA n'est pas abandonné. Mais j'insiste sur la gestion quotidienne. Sur la gestion quotidienne. Donc l'ONATRA a des recettes, mais c'était juste une question d'affectation. Donc l'État ne peut pas oublier. Donc par là, je tiens publiquement à féliciter encore une fois de plus le DG pour la gestion de plus en plus orthodoxe qui commence à s'installer pour que nous produisions des résultats. Et ici, c'est un résultat d'une bonne gestion. Ça, je peux vous dire, parce que quand vous êtes dans une bonne gestion, une gestion transparente, crédible et surtout participative, ça donne tous ces résultats ici. Les taxis fluviaux vont progressivement s'étendre vers d'autres villes du pays, une aubaine pour les habitants, mais aussi un moyen sûr de renflouer tant soit peu les caisses de l'ONATRA qui visiblement retrouvent un nouveau souffle avec la nouvelle équipe dirigeante. L'information se poursuit cette fois en Côte d'Ivoire pour parler d'action sociale. Porté sous fonds baptismaux le 25 septembre 2021, le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre a été présenté au ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam. Vu les objectifs du REAC et l'importance qu'il accorde à la jeune féminine, le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a fait un don de 10 millions de francs CFA aux membres. Djekou De Silva et c'est ici. C'est un don de 10 millions de francs CFA que le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a mis à la disposition du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre REAC. Elles étaient environ 300 femmes
À cette cérémonie de présentation, le président du REAC, Michel Kofi, a égrené les objectifs du réseau. Le REAC donc regroupe en son sein aujourd'hui 35 000 membres, dont 5 000 femmes. À la faveur de la journée internationale des droits de la femme qui sera célébrée en Côte d'Ivoire le 8 janvier, le 8 mars, nous avons initié donc 2 activités. La première que nous tenons aujourd'hui, qui est un atelier de formation, de renforcement des capacités dans la perspective de l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro nous a vraiment fait du bien. Nous sommes avec un cœur vraiment, vous sentez que je n'arrive même pas à m'exprimer parce que nous sommes très heureuses en tant que femmes parce qu'aujourd'hui, l'autonomie de la femme compte vraiment. Pour le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et la marraine de la cérémonie, il est plus que jamais essentiel de parvenir à l'égalité des sexes et au bien-être des femmes. Et ce, dans tous les aspects de la vie, si nous voulons créer des économies prospères. Je mesure à juste titre l'appui qu'on peut apporter à toutes nos mères, à toutes nos sœurs. Et c'est ce que le C2D fait à travers ses programmes agriculture, l'éducation, l'emploi. Et dans ce cadre-là, nous avons fait venir l'agence emploi jeune pour instruire nos mamans. Beaucoup de nos femmes ne sont pas autonomes financièrement, ce qui les rend dépendantes de beaucoup de pressions socio-culturelles traditionnelles et qui ne leur permet pas d'assumer et de réaliser pleinement leur charge de femme. Le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre REAC se félicite du soutien des autorités. Il promet célébrer la journée de la femme le 9 mars prochain au Jardin botanique de Bingerville avec la présence de 1500 membres. Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, a reçu en audience son homologue canadienne Raymond Gagné ce lundi au siège du Sénat de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Cette rencontre a été l'occasion pour les 2 personnalités d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, mais aussi effectuer des travaux avec l'ensemble du bureau des 2 chambres. Il est 9h50. La présidente du Sénat canadien est accueillie par Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Après un échange de 45 minutes, les 2 présidentes se sont retrouvées avec les membres des différentes délégations pour une séance de travail. Les 2 présidentes d'institutions ont eu des échanges fructueux sur des sujets d'importance, des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Canada établies depuis 1962 et ont affirmé leur volonté d'approfondir la collaboration parlementaire entre les 2 pays et de poursuivre également les échanges sur des questions régionales, internationales d'intérêt commun, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire. La présidente du Sénat du Canada a souligné la place de la Côte d'Ivoire comme partenaire prépondérant en Afrique et salué le rôle de la Côte d'Ivoire en faveur de la stabilité politique et du développement durable de la région. Au-delà des sujets parlementaires, plusieurs autres sujets ont été abordés par les 2 présidentes, tels que l'éducation, l'agriculture. Nous avons des relations de coopération dans le domaine de l'éducation. Et nous avons aussi parlé de cette coopération dans le domaine des mines, des nouvelles technologies, de l'agriculture. Mais nous avons voulu intensifier cela, diversifier ces relations de coopération avec maintenant cette relation au niveau parlementaire. Je voulais tout simplement mentionner que nous avons échangé beaucoup. Il y a un constat, c'est que l'éducation est extrêmement importante, étant donné nos carrières dans le domaine de l'éducation. Elle est extrêmement importante parce qu'il s'agit de voir quel impact elle peut avoir sur nos sociétés. La célébration de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire en janvier 2024.
Et voilà, la présidente du Sénat du Canada est donc en tournée africaine sur le continent, en Côte d'Ivoire. C'est du 2 au 6 mars. C'est un programme bien chargé de la présidente du Sénat du Canada qui comporte des enjeux. Pour parler de ces enjeux, de cette visite africaine, je reçois sur mon plateau M. Serge Nedro, président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, une organisation de défense des intérêts des entreprises canadiennes membres. Et c'est dans l'invité du JT. Bienvenue, M. Serge Nedro. Merci. Merci donc d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vous en prie. Avant donc d'aborder les enjeux de la visite de la présidente du Sénat en Afrique, dites-nous quelle est la place qu'occupe le Sénat au Canada? Le Sénat au Canada occupe une place extrêmement importante parce que le Canada, en réalité, vit sous une monarchie constitutionnelle et cette monarchie constitutionnelle marche dans un régime parlementaire, dans une démocratie parlementaire. Et dans cette grande démocratie parlementaire qu'est le Canada, il faut dire que le Parlement est composé de 3 instances importantes. La première instance, c'est la couronne, évidemment. La couronne est représentée par... C'est la représentation du monarque, en réalité. Et le monarque ici, c'est le roi Charles III, puisque c'est le roi de la Grande-Bretagne qui gouverne, en réalité, sur... le Canada en tant que tel. Mais dans la pratique des choses, le roi Charles III nomme un représentant ou une représentante qu'on appelle le gouverneur général. Et actuellement, nous avons une gouverneure générale qu'on appelle Mary Simon, et donc qui aujourd'hui fait office d'autorité de chef de l'État. Après cette instance vient la deuxième instance qui est évidemment le Sénat. Le Sénat, c'est la chambre haute qui analyse, évidemment, et qui essaie d'analyser, d'apporter son avis après les projets de loi, sur les projets de loi du moins, qui sont votés par la Chambre des communes, que nous, on appelle communément chez nous ici l'Assemblée nationale. Et le Sénat, donc, est composé, le Sénat canadien est composé de 105 sénateurs qui ne sont pas en réalité élus comme chez nous, mais tous les 105 sénateurs sont nommés évidemment par le Premier ministre, sinon sont nommés par le gouverneur général sur avis, sur proposition du Premier ministre, y compris le speaker, le président du Sénat ou la présidente du Sénat, Raymond Gaillé, qu'on appelle communément, nous chez nous, le speaker. Et donc, c'est une institution démocratique au Canada qui joue un rôle assez important parce que les sénateurs sont choisis sur la base du mérite en réalité. Et donc, c'est des personnalités importantes et c'est des personnalités qui doivent se lever au-dessus du clivage politique, au-dessus du clivage bipartisan. Parce qu'il faut noter qu'au Canada, nous avons en fait 2 partis. Nous sommes dans un système bipartisan où il y a les conservateurs d'un côté qui sont aujourd'hui dans l'opposition officielle et de l'autre côté, nous avons les libéraux qui sont évidemment qui constituent le parti au pouvoir dirigé par Justin Trudeau. Et donc aujourd'hui, il faut dire que la personnalité qui nous rend visite en Côte d'Ivoire ou en Afrique est une personnalité importante de l'État canadien. Et donc c'est à juste titre que la Côte d'Ivoire puisse recevoir cette personnalité avec des honneurs qui vont avec et surtout une personnalité à la personne de Mme Raymond Gaillé, qui a été président de l'Université Saint-Boniface de Manitoba et professeur de management, d'administration des affaires, et donc qui est une personne du monde de l'éducation très respectée et très respectable au Canada. Et donc, nous ne pouvons qu'appuyer une telle arrivée et donc lui souhaiter la bienvenue. Et oui, justement, la présidente de cette institution canadienne est en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars. C'est une tournée africaine qui a commencé depuis peu. Quels sont les enjeux de cette tournée, justement ? Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il faut constater que le Canada avait un peu reculé un peu de l'Afrique, plus ou moins. On a senti un désengagement du Canada depuis les années Stephen Harper. Stephen Harper, c'est l'ex-premier ministre avant le premier ministre Justin Trudeau. Et donc, on a remarqué véritablement que le Canada avait connu un désengagement. Mais avec l'arrivée, je crois bien, du premier ministre en 2015 de Justin Trudeau,
qui avait promis que le Canada allait revenir sur la scène internationale. Et donc l'Afrique attendait vraiment, je veux dire, avait beaucoup d'attentes vis-à-vis du Canada, qui est quand même l'un des grands pays, qui est un pays démocratique, qui est un pays économiquement fiable, qui fait partie du G7. Et donc, malheureusement, on n'a pas vu, en tout cas, le Canada revenir en Afrique, si ce n'est qu'en 2020, où le Premier ministre Justin Trudeau a fait une tournée africaine et pour convaincre les Africains de pouvoir accepter de leur donner leur vote pour le Conseil, pour un membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc aujourd'hui, cette visite a pour enjeu de dire à l'Afrique que le Canada revient en Afrique, puisque le Canada voit que l'Afrique devient aujourd'hui un enjeu important, un enjeu de géopolitique, géostratégique, parce que l'Afrique est devenue aujourd'hui un terrain pratiquement dans lequel toutes les grandes puissances y viennent, et donc le Canada ne pouvait pas rester en marge de cela. Et je crois que le Canada a beaucoup à apporter à l'Afrique en matière d'éducation, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de transition écologique, parce qu'en matière même de démocratie, de système démocratique, je viens tout à l'heure de vous rappeler que le Canada est un pays, est une grande démocratie dans le monde entier, et donc le Canada peut apporter beaucoup à nos institutions, peut solidifier nos institutions, peut rendre fortes nos institutions, parce que c'est de cela que l'Afrique a besoin. Alors, vous qui dirigez la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle offensive diplomatique et économique du Canada? En effet, c'est une très bonne nouvelle pour nous, surtout pour la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa que je dirige. Je viens d'être nouvellement élu président de cette chambre de commerce qui existe depuis plus de 20 ans. Et donc aujourd'hui, qui en réalité a pour activité principale, c'est ce que nous sommes assignés, surtout en tant que pour ma nouvelle mandature, ma première mandature, je me suis assigné comme axe principal d'activité de pouvoir susciter au niveau du gouvernement canadien l'intérêt de l'Afrique, c'est-à-dire ramener les institutions canadiennes en Afrique et leur dire que l'Afrique est le prochain continent là où vont régner la croissance, un vaste marché, le lieu de l'éducation, le lieu des questions de transition écologique, de l'environnement, dans lesquels évidemment le Canada est expert en la matière. Et donc pour nous, c'est une joie et nous ne pouvons qu'accompagner évidemment le gouvernement canadien, nous ne pouvons qu'accompagner les acteurs canadiens, puisque nous ne sommes que dans le secteur privé et nous faisons partie des organisations non gouvernementales et nous avons pour siège évidemment à Ottawa, dans la capitale, au même titre que le gouvernement. Et donc nous sommes tout proches des instances gouvernementales et nous allons nous placer comme des interlocuteurs, des principaux interlocuteurs, évidemment, du gouvernement canadien en ce qui concerne les questions d'éducation, les questions de transition, les questions d'environnement, les questions sportives, parce que quand même, il ne faut pas oublier que dans 2 ans, le Canada, pour la première fois, va organiser la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis et le Mexique. Et donc, nous travaillons dans ce sens, même avec les fédérations nationales africaines. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, une organisation de défense des intérêts des entreprises canadiennes, membre bien sûr. Et avec vous, nous avons parlé de la présidente du Sénat qui est en tournée africaine sur le continent et en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars. Toute autre chose à présent, l'entreprise LAD SARL, spécialisée dans la lecture à domicile et le développement de l'enfant, a remis ce samedi 2 mars des certificats de fin de formation aux 32 femmes qui ont pris part au programme de formation sur les métiers de la petite enfance. C'était à l'occasion d'une cérémonie de graduation de la dite entreprise à Abidjan et le reportage est signé Sandrine Kwame et Tima Traoré. Des hommes et des enfants présents venus soutenir et assister ces femmes qui ont été graduées ce jour pour leur formation assidue au métier de la petite enfance. Ce sont au total 32 diplômes et certificats que l'ADS SARL leur a remis pour la formation assidue donnée de façon dynamique à ces femmes de la 3e promotion des éducatrices de jeunes enfants ainsi que
que de la 5e promotion des assistantes maternelles. Ces 2 formations sont des formations d'accompagnement à la petite enfance qui vont permettre à nos professionnels aujourd'hui de mieux accompagner les enfants parce que c'est lorsqu'on connaît mieux l'enfant qu'on est capable de pouvoir l'accompagner sainement. Quels sont les éléments sur lesquels il faudra s'appuyer pour un développement harmonieux chez l'enfant. Et aujourd'hui, nous terminons après 3 mois de formation. C'est la grande graduation, c'est beaucoup de fierté que j'éprouve pour ces diplômés-là. La formation est donc, j'ai envie de dire, impérative si on veut travailler avec de jeunes enfants. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer les enfants, parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, de dresser des tapis d'éveil et jouer avec des enfants. Mais même dans le jeu, il y a toute une pédagogie. Il faut connaître l'enfant et surtout le développement affectif de l'enfant qui va impacter son développement global. Ces femmes se disent satisfaites de cette formation qu'elles ont trouvée enrichissante. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses et nous sortons vraiment très satisfaites. J'encourage les parents pour venir se faire former parce que même en tant que maman, on a besoin d'être formé. Pas forcément pour exercer le métier de l'assistant maternel, mais on en a besoin pour pouvoir encadrer aussi nos enfants à la maison. Donc j'encourage les mamans, j'encourage des personnes qui sont en quête d'emploi de se donner à ce domaine-là, car on y apprend beaucoup et c'est un métier de cœur. L'AD SARL est une entreprise promotionnelle engagée depuis bientôt 3 ans au service de la petite enfance. Elle a pour objectif d'apprendre aux enfants à lire grâce à des méthodes psychopédagogiques, apaiser le psychique des enfants et aussi développer l'imaginaire de l'enfant. Et parlons santé à présent. Les échanges autour du fonds français Muskoka se poursuivent à Abidjan entre les représentants de gouvernement, société civile et les agences des Nations Unies. Dans le but de renforcer les capacités des acteurs pays et accentuer les actions du fonds, un atelier régional s'est tenu dans la commune de Cocody. Il s'agissait de faire le bilan des actions de 2023 et la planification de 2024-2025. Zinab Dosso et Ezekiel Siri. La mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 35%. Le taux de mortalité néonatale a baissé de 21% et la mortalité maternelle a diminué de 28%. Ce sont, entre autres, les progrès réalisés grâce au Fonds français Muskoka, un projet dédié à l'amélioration de la santé et le bien-être des femmes, nouveau-nés, enfants et adolescents. La mise en place du centre Mère Kangourou, du centre hospitalier universitaire de Treichville, en Côte d'Ivoire, en est un exemple. Aujourd'hui, ce sont 4000 nouveau-nés qui ont été sauvés par ce centre. Plusieurs autres acquis ont été enregistrés, fruit du partenariat entre la France et 4 agences des Nations Unies. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, ONU Femmes, UNICEF et l'UNFPA. Mais pour les acteurs, beaucoup reste à faire quant à l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est la raison de cet atelier régional du Fonds français Muskoka sur les résultats 2023 et la planification 2024-2025 dénommée Muskoka 3.0. Le résultat, c'est qu'en 2021, des 614 où nous étions en 2012, on est passé à 385 décès maternelle pour 100 000 naissances vivantes. C'est un chiffre qui est encourageant en ce sens que il réduit considérablement les 614, mais il reste élevé toujours en comparaison avec les pays qui nous entourent. Nous avons également évolué en termes de planning familial. Nous avons également évolué en termes de sensibilisation des jeunes et des femmes pour une meilleure, utilisation des offres de services de santé. Donc aujourd'hui, tout le défi que nous avons, que ce soit les agences onusiennes en appui aux efforts de la partie nationale, c'est vraiment d'accélérer pour retrouver tous ces acquis et pouvoir atteindre les cibles et les indicateurs qui sont prévus dans l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Ouvert ce jour, l'atelier régional du Fonds français Muskoka sur les résultats 2023 et la planification 2024-2025 initiée par le comité technique du Fonds prendra fin le 8 mars 2024 au bénéfice des 6 pays africains que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
La Coupe d'Afrique des Nations n'a pas fini de parler d'elle. Les lampions de cette compétition se sont éteints avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur l'équipe du Nigeria. Cette victoire au goût très sucré continue de faire des heureux. Ce samedi, c'est le maire de Treichville, François Amicha, par ailleurs président du comité d'organisation Côte d'Ivoire 2023, COCAN, qui a été honoré par ses administrés et de hautes personnalités de la République de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Philippe Zabo et Richard Akeke. Les vagues de la victoire de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la CAN 2023 continuent de faire des heureux. Le dernier en date, le maire de Treichville, a été honoré par les habitants de la commune Onzassa. Tous, jeunes et vieux, et de toutes les confessions religieuses, sont sortis pour ne pas se faire raconter cet événement festif. Mais le grand merci, mon motif de satisfaction, là-dessus que je vais m'arrêter, c'est que nous avons montré l'exemple. L'unité que nous formons ici, la cohésion que nous avons réalisée ici à Treichville, c'est ce qui s'est manifesté au cours de la CAN dans toute la Côte d'Ivoire. Et une des plus grandes joies du président de la République, en s'adressant aux éléphants, il leur a dit, plus que la coupe que vous avez ramenée, vous avez réconcilié tous les Ivoiriens. Autour de la victoire de la Côte d'Ivoire, comme si elle datait d'hier, tous ceux et celles qui ont pris la parole au cours de la cérémonie n'avaient que ces mots à la bouche. Reconnaissance à tous les organisateurs, dont le chef de l'État en premier et unité nationale. Écoutez, nous avons tous été témoins de cette fabuleuse histoire des éléphants pour cette CAN 2024. Et des artisans ont, comme on dit couramment, mouillé le maillot pour que le dénouement soit heureux. Nous pensons qu'après avoir félicité et remercié les joueurs, les entraîneurs, toute l'équipe technique, il fallait que nous pensions aux décideurs. En premier lieu, le président Alassane Ouattara, pour son investissement personnel, le Premier ministre, pour son apport, et le premier leader de Treichville, le ministre Amicha François, qui était le président du COCAN. En fin de cérémonie, le maire Amicha François a reçu de nombreux présents. La cérémonie d'hommage au président du COCAN a été rehaussée par la présence de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Le cabinet d'affaires sino-ivoirien Guanxi Management a organisé la 4e édition du dîner d'affaires dédié à la célébration du Nouvel An chinois. Cette célébration a été marquée par le thème « Perspective et enjeux d'un partenariat sino-ivoirien pour le financement de l'immobilier ». Le choix de ce thème avait pour objectif de créer un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs du secteur immobilier ivoirien et chinois afin de répondre à la problématique immobilière en Côte d'Ivoire. Michel Brou et Doumbia Ayouba. Le cabinet d'affaires sino-ivoirien Guanxi Management a célébré le nouvel an de la République populaire de Chine autour d'un dîner couronné d'échanges. Cette tradition à laquelle voulait satisfaire le cabinet a été rehaussée par la présence de promoteurs immobiliers, d'architectes, de banquiers et autres acteurs clés du secteur immobilier. À travers le thème, les participants ont pu explorer des opportunités de financement et de partenariat du domaine immobilier en mettant l'accent sur la collaboration entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La capacité technique de production, nous les acteurs actuels, nous ne l'avons pas. Et donc, pour que la banque puisse nous accompagner, il faudrait qu'ils soient rassurés que nous avons des partenaires techniques solides derrière qui peuvent nous accompagner à réaliser 1000 logements, 2000 logements d'un seul tenant en une seule année. Ce que les promoteurs doivent faire pour être accompagnés de façon adéquate, c'est d'abord de s'organiser à leur niveau. Un programme immobilier, quand on le conçoit, la finalité, c'est la commercialisation. Donc dans un premier temps, il faut mettre l'accent sur la commercialisation. Une fois que vous avez mis l'accent sur la commercialisation, je pense que la banque est à l'aise pour vous accompagner. Parce qu'elle sait qu'en vous accompagnant, elle sera remboursée à terme.
On n'est pas satisfait parce qu'on a dressé des réponses, d'accord, à ce déficit-là, de créer des joint ventures, de créer des partenariats entre des entreprises chinoises qui détiennent aujourd'hui la technologie en termes de construction, parce que les Chinois sont portés sur de grosses opérations immobilières et il est important qu'un partenariat entre les promoteurs locaux et des entreprises chinoises expertes dans le domaine immobilier puisse se faire. L'occasion a été donnée au directeur du cabinet Guangxi Management de rappeler l'enjeu de cette initiative pour le secteur immobilier ivoirien. On n'est pas satisfait parce qu'on a dressé des réponses, d'accord, à ce déficit-là, de créer des joint ventures, de créer des partenariats entre des entreprises chinoises qui détiennent aujourd'hui la technologie en termes de construction, parce que les Chinois sont portés sur de grosses opérations immobilières et il est important qu'un partenariat entre les promoteurs locaux et des entreprises chinoises expertes dans le domaine immobilier puisse se faire. La 4e édition du dîner d'affaires du cabinet Guangxi Management, dédié à la célébration du nouvel an de la République populaire de Chine, a permis de tisser des liens entre les acteurs immobiliers pour le rayonnement de ce secteur en Côte d'Ivoire. En image à présent, au Rwanda, le Conseil national des exportations agricoles a lancé un projet avec pour objectif d'améliorer la production et la compétitivité des chaînes de valeur du café, de thé et des produits horticoles sur le marché international. Ce nouveau projet d'un coût total de 62,83 millions de dollars est cofinancé par le Fonds international de développement agricole et d'autres partenaires et sera mis en œuvre sur la période 2024-2028 dans la province de l'Ouest, la province du Sud et la province du Nord à travers 14 districts. Le gouvernement du Ghana a annoncé un projet de création de 4 nouvelles universités. Ces 4 nouvelles universités porteront à 20 le nombre d'universités publiques au Ghana. Avec 20 universités, le gouvernement espère réaliser son ambition d'atteindre un taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 40% d'ici à 2030. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.